Juste après notre mariage, mon époux, Étienne, est parti effrontément en voyage à l'étranger avec son amante, Léa. Je lui ai calmement envoyé un message, lui disant de ne pas revenir, puis j'ai pris une décision qui le laisserait complètement ruiné. Quand l'horloge a sonné 23 heures, le son strident du téléphone a brisé le silence de la maison. J'étais assise devant la coiffeuse, enlevant mes lourdes boucles d'oreilles en perles. À travers le grand miroir, j'ai vu Étienne sursauter. Il a attrapé son téléphone du lit à la vitesse de l'éclair, comme s'il craignait que je ne le lui arrache. Me tournant le dos, il s'est précipité sur le balcon et a baissé la voix en un murmure. Mais au milieu de ce silence absolu, j'ai pu entendre chacun de ses mots. Je suis déjà là. Quoi? Pourquoi pleures-tu? Calme-toi et dis-moi, on t'a volé tous tes documents d'identité? Dans quel commissariat es-tu? J'ai arrêté ce que je faisais et j'ai observé en silence le dos de mon tout nouvel époux. Après plusieurs minutes de murmures et de mots de réconfort prononcés avec cette fausse voix grave et rassurante, Étienne est revenu dans la pièce, feignant le désespoir, passant ses mains dans ses cheveux et jouant parfaitement le rôle du grand frère inquiet. Il a ouvert précipitamment l'armoire, sorti une valise cabine et a commencé à y ranger 3 chemises habillées et 2 pantalons en tissu. « Sophie, je dois m'envoler pour Cabo-San Lucas cette même nuit, » a-t-il dit d'un ton sérieux. Mon ancienne élève de l'université, Léa, est comme une petite sœur pour moi. Elle est partie en vacances au Mexique et quelqu'un lui a volé son sac. Maintenant, elle est coincée dans un commissariat et ne parle pas un mot d'espagnol. Si je n'y vais pas, personne ne pourra l'aider. Je me suis levée lentement et j'ai croisé les bras sur la poitrine. Je l'ai regardé droit dans les yeux avec un calme étrange. Il n'y avait aucune trace de panique, si peu de ressentiment d'avoir été abandonné le soir de mes noces. J'ai pris mon téléphone, vérifié les horaires des vols et répondu naturellement. Le premier vol pour Cabo ne part pas avant l'aube. Tu comptes aller à l'aéroport maintenant pour rester collé à ta valise pendant des heures? Étienne est resté immobile. Ses yeux ont commencé à bouger nerveusement pour éviter mon regard. Eh bien, j'irai attendre. S'il y a une annulation, j'essaierai de prendre ce vol. S'il te plaît, comprends. C'est une urgence. Elle pleurait inconsolablement. Il a marqué une pause avant d'ajouter, laissons la nuit de noces pour plus tard. Je te dédommagerai à mon retour. Assure-toi de bien fermer les portes. Après avoir dit cela, il a claqué la valise et a saisi la poignée. Pas d'étreinte, pas de baiser d'adieu et pas la moindre considération pour les sentiments de sa nouvelle épouse. Il a dévalé les escaliers à toute vitesse, comme si le ciel allait s'effondrer s'il arrivait une seconde trop tard. Je suis sortie dans le couloir du 2e étage, j'ai regardé vers le salon et j'ai dit lentement, en marquant chaque mot, « Étienne, conduis prudemment et assure-toi de bien prendre soin de ta petite sœur. » Étienne, qui était en train d'enfiler ses chaussures, a simplement hoché la tête et marmonné quelque chose en signe d'accord avant d'ouvrir la porte d'entrée et de sortir. La lourde porte s'est refermée avec un clic. Le bruit de sa voiture s'éloignant dans la rue a ramené le silence absolu dans la maison de 4 étages de Chicago. Je suis retournée dans la chambre. Je n'ai pas versé une seule larme. Il n'y a pas eu de cri. Je n'ai pas cassé de meubles. À 28 ans, après avoir construit ma carrière de zéro jusqu'à devenir directrice régionale d'une importante chaîne de supermarchés biologiques, j'avais développé un esprit de glace. Le monde de l'entreprise m'avait appris que pleurer était pour les faibles. Comment ai-je pu me laisser berner par cette histoire ridicule de petite sœur? La vérité était que je connaissais déjà parfaitement l'aventure secrète entre Étienne et Léa depuis 2 mois. Je savais très bien que le billet d'avion pour Cabo avait été acheté avec sa carte de crédit une semaine auparavant. Il avait prévu d'utiliser notre nuit de noces comme la cachette parfaite. Il était convaincu que les 2 familles penseraient qu'aucun homme ne serait assez insensé pour commettre l'adultère la nuit même où il ramenait sa femme à la maison, mais il avait tort. Plus il était arrogant, plus le piège qu'il tendait lui-même se refermait. Je suis descendue tranquillement à la cuisine et je me suis préparé une tasse de tisane à la camomille. Tout en savourant cette infusion légèrement amère et douce à la fois, j'ai gardé les yeux fixés sur l'horloge. J'ai attendu patiemment exactement 3h30. C'était le temps que je calculais qu'Étienne mettrait pour être assis dans le vol de nuit pour le Mexique et obligé d'activer le mode avion.
J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un message court et direct sans ponctuation inutile. Tu n'as plus jamais besoin de revenir dans cette maison. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé le message disparaître de l'écran. Plus tard, quand tout a explosé, j'ai découvert exactement comment Étienne a réagi en le lisant. Dès qu'il a atterri à l'aéroport international de Los Cabos, il a allumé son téléphone et a vu mes mots. Il a simplement souri avec mépris. Il a juré tout bas, convaincu que j'étais comme n'importe quelle autre femme, faisant une crise de colère infantile et lançant des menaces vides. Il était absolument sûr que j'étais à la maison en train de pleurer sur l'oreiller. Il a pensé qu'en quelques jours, il suffirait de me rapporter un sac de créateur pour que je redevienne aussi docile qu'un chaton mouillé. Il a rangé son téléphone dans sa poche. Il n'a même pas pris la peine de répondre un seul mot. Sifflotant une mélodie, il a traîné sa valise vers la sortie, où son amante l'attendait désespérément. Étienne n'avait aucune idée qu'au moment où il est monté dans cet avion, il avait activé une bombe à retardement et mon message texte était le premier bip du compte à rebours vers la destruction totale de sa vie. Le filet était déjà tendu et la proie était volontairement entrée dans le piège. Mon seul travail maintenant était de bien dormir pour commencer à ramasser la pêche le lendemain. Le lendemain matin, je me suis réveillée exactement à 6 heures. Je n'étais pas fatiguée, je n'avais pas sommeil. Au contraire, mon esprit était incroyablement lucide. J'avais tissé ce filet sans relâche pendant un an entier et le moment était venu de pêcher le gros poisson. Beaucoup de gens pourraient se demander, sachant à quel point Étienne était terrible et menteur, pourquoi j'ai poursuivi le mariage. La douloureuse vérité était que des milliers d'invitations avaient déjà été envoyées et que des partenaires commerciaux des deux parties assisteraient à l'événement. Annuler le mariage au dernier moment aurait été comme gifler mes parents et affecterait directement la réputation de la chaîne de supermarchés biologiques que j'avais eu tant de mal à diriger. De plus, je voulais qu'Étienne atteigne le summum de la satisfaction et de l'arrogance, et ensuite je le pousserais moi-même dans l'abîme le plus sombre. Plus on monte haut, plus dure est la chute. Si Étienne me volait 1 euro, je l'obligerais à en rendre 10. Au cours de la dernière année, lorsque nous avons commencé à unir nos investissements et à parler ouvertement de mariage, j'ai commencé à remarquer certaines irrégularités dans la comptabilité de son entreprise de distribution d'appareils électroménagers. J'ai enquêté secrètement et j'ai copié tous les documents, mais ce n'est que 2 mois auparavant que j'ai trouvé la pièce finale du puzzle. Il n'utilisait pas cet argent de l'entreprise pour déplacer des capitaux, comme il l'affirmait, il l'utilisait pour acheter des articles de luxe et soutenir financièrement sa soi-disant petite sœur Léa. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat, Michel. Il avait été mon camarade d'université et était le conseiller juridique le plus fiable de mon entreprise. Michel, pouvons-nous commencer, ai-je dit dès qu'il a répondu. La voix tranquille de Michel s'est fait entendre au milieu du bruit des touches de son ordinateur. J'ai examiné tout le dossier que tu m'as envoyé hier soir. Les transferts du compte de l'entreprise vers le compte personnel de Léa, les reçus de sacs à main et de montres de luxe, et les faux contrats qu'Étienne a signés avec des sociétés écrans pour détourner des fonds. Tout est très clair. Il ne pourra pas s'échapper. Il a déjà pris le vol. Il a atterri à 4 heures du matin. Je suis sûr qu'en ce moment même, il est occupé à jouer au héros à Cabo, ai-je répondu en buvant une gorgée d'eau. C'est impitoyable, Harry Michel. Il s'est trompé de personne. Qu'est-ce que tu comptes faire avec l'appartement du centre de Chicago? Les acheteurs me mettent la pression depuis hier après-midi. Le luxueux appartement de 3 chambres du centre de Chicago était notre plus grand actif commun. À l'époque, Étienne m'avait doucement convaincu d'apporter 70% de l'acompte tandis qu'il contractait une hypothèque pour couvrir le reste. Il avait juré que mettre la propriété uniquement à son nom faciliterait l'approbation du prêt et qu'après le mariage, il ferait les démarches pour en faire une propriété commune. Il pensait que j'étais aveuglément amoureuse et qu'il serait facile de me manipuler. Extérieurement, j'ai acquiescé et accepté, mais derrière son dos, j'avais déjà préparé ma carte gagnante. À quelle heure les acheteurs arrivent-ils chez le notaire, ai-je demandé. À 9h30 ce matin. Les procurations sont complètement valides. Une signature authentique et un sceau notarial authentique ne sont pas une blague. Ne vous inquiétez pas, ai-je répondu avec un sourire froid. 3 mois auparavant,
je lui avais demandé de signer une pile de documents de garantie pour les fournitures des supermarchés. Parmi eux, j'avais délibérément glissé une procuration complète sur la propriété. Il était allé la légaliser devant notaire alors qu'il se changeait à la hâte pour sortir boire avec des clients. Une signature authentique, un sceau authentique. Cet arrogant se fiait tellement à son poste de directeur général et faisait une confiance si aveugle à sa femme qu'il ne s'était même pas donné la peine de lire ce qu'il signait. Comme la propriété se vendait 15% en dessous de sa valeur marchande, les acheteurs ont rapidement conclu l'affaire. Ils ont accepté de payer le montant total et l'argent sera transféré directement sur ton compte ce matin même. Je m'occuperai de toute la documentation légale. Toi, concentre-toi juste sur le nettoyage de la maison. Après avoir raccroché, j'ai commencé ma deuxième tâche de la journée, jeter les ordures. J'ai ouvert mes contacts et j'ai appelé la société de déménagement que j'utilisais habituellement. Exactement à 8 heures du matin, un petit camion de déménagement s'est arrêté devant ma maison à Lincoln Park. 4 jeunes hommes costauds sont entrés, portant des cartons. Sophie, où déménageons-nous les affaires aujourd'hui? Avez-vous besoin que nous les emballions avec soin? Le chef d'équipe a enlevé sa casquette en essuyant une goutte de sueur de son front. Par habitude professionnelle, il a observé attentivement le salon. Monté directement au 3e étage, ai-je indiqué en pointant vers le haut, donnant des instructions claires. Dans le placard de droite, vous trouverez tous les costumes d'hommes, les chemises habillées, les pantalons, les chaussures en cuir, les montres et les parfums. En gros, tout objet masculin ou affaire personnelle d'Étienne. Mettez tout dans des cartons. Oui, madame. Et que faisons-nous avec les appareils électroniques? Ordinateur, tablette, nous utilisons du plastique protecteur ou du papier bulle. N'emballez rien, ai-je rejeté l'idée immédiatement. Jetez-le simplement tout dans les cartons. Si quelque chose casse, qu'il casse. Quand vous aurez terminé, emmenez tout directement à la décharge du comté. En plus du paiement convenu, je vous donnerai 50 € supplémentaires à chacun pour des boissons. Les jeunes se sont regardés confus, pensant qu'ils avaient mal entendu, mais en entendant parler du pourboire, leurs visages se sont immédiatement illuminés. Ils ont accepté avec enthousiasme, ont attrapé les cartons et ont monté les escaliers à toute vitesse. Je suis restée dans le salon, les bras croisés, écoutant les choses être jetées violemment dans les cartons, et je me suis sentie incroyablement légère. Les costumes de créateurs avec lesquels il s'habillait pour flirter avec d'autres femmes, les parfums coûteux que j'avais soigneusement choisis pour son anniversaire, les chaussures en cuir brillantes qu'il portait pour aller voir son amante. Tout cela n'était que de la camelote. Peu après, 3 énormes cartons remplis ont été chargés dans le camion. En moins d'1 heure, toute trace d'Étienne avait disparu de la maison. La demeure de 4 étages est revenue à son état d'origine. Elle m'appartenait exclusivement. Je suis montée tranquillement pour vérifier chaque tiroir et voir s'il restait quelque chose d'oublié. Soudain, mon regard s'est arrêté sur le tiroir inférieur du bureau. Un dossier avec des relevés bancaires d'un compte d'épargne est apparu parmi des documents. J'ai froncé les sourcils, les ramassé et les ouvert. C'était un compte d'épargne au nom des parents d'Étienne avec un solde de 0,000 €. J'avais entendu dire qu'ils pensaient utiliser cet argent pour leur retraite et pour rénover leur maison en théorie. Cependant, il y a quelques jours, j'avais entendu des membres de la famille commenter à voix basse qu'Étienne avait eu l'audace de demander une 2e hypothèque sur la maison de ses parents. J'ai alors compris quelque chose, d'où il avait tiré les 60 000 € pour combler le trou financier qu'il avait lui-même créé. Ces relevés étaient là pour tromper ses propres parents. Très bien, Étienne, ai-je murmuré froidement en rangeant le dossier dans mon sac. Tes parents t'ont protégé pendant des années. Aujourd'hui, je vais te laisser détruire cette famille de tes propres mains. Exactement à 10 heures du matin, mon téléphone a émis une notification. C'était un message de la banque. Mon solde venait d'augmenter de 200 000 € grâce à la vente de l'appartement du centre-ville. L'opération s'était déroulée sans aucun problème. Quant aux cartes de crédit partagées et aux comptes conjoints associés à Étienne, je les avais toutes bloquées la nuit précédente, les signalant comme perdues et les marquant pour activité suspecte. À ce moment-là, Étienne, à cabot, n'était qu'un mendiant en costume. À 10h30, le serrurier,
que j'avais engagé tôt le matin, avait fini de remplacer la serrure principale par une serrure intelligente haut de gamme. L'ancien code avait été supprimé. Les clés physiques de secours étaient inutilisables. Je suis sorti sur le porche, me suis étiré et j'ai respiré profondément l'air froid et pur du début de l'hiver. Le vent a agité mes cheveux jusqu'aux épaules et m'a procuré une sensation absolue de liberté. Soudain, l'écran de mon téléphone s'est illuminé et a commencé à vibrer avec insistance. Sur l'écran, un nom imposant est apparu, belle-mère. J'ai souri légèrement. Elle appelait sitôt parce qu'elle voulait sûrement demander comment s'était passée notre nuit de noces et pourquoi nous n'étions pas allés prendre le petit déjeuner chez elle. Mais la vraie guerre commençait à peine. La sonnerie insistante a brisé le silence. J'ai glissé le doigt pour répondre. Bonjour, j'écoute. Ma voix était aussi neutre que l'eau. Ah, la jeune mariée. Il est presque 11 heures du matin et vous n'avez même pas pris la peine de venir prendre le petit déjeuner en famille. Vous dormez encore? Où est Étienne? Passe-le-moi tout de suite. La voix d'Éléonore résonnait dans le haut-parleur avec son ton habituel irritable et autoritaire. J'ai pris une gorgée de café noir. Étienne n'est pas à la maison. Hier soir, il s'est envolé pour le Mexique. Éléonore, si tu as le temps, demande à Emma de t'emmener chez moi. J'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. J'ai marqué une pause. Quelque chose lié à la survie de ta maison. En théorie. De l'autre côté de la ligne, il y a eu environ 3 secondes de silence absolu. Puis la panique est arrivée. Quoi? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que ma maison a à voir avec ça? Écoute-moi bien, ma fille. Reste où tu es. J'arrive tout de suite. 30 minutes plus tard, le crissement de frein a résonné devant l'entrée. J'ai déverrouillé la serrure intelligente. Éléonore est entrée furieuse. Derrière elle venait Emma, la sœur d'Étienne, 25 ans, le visage rempli de confusion. Éléonore a observé tout le salon avec un regard méfiant. La maison était trop rangée, trop vide. Il n'y avait pas de chaussures masculines, pas d'affaires d'hommes. Où est Étienne? Il a dû sortir pour le travail. Vous venez de vous marier et tu as permis à ton mari de partir seul? Et qu'est-ce que tu as dit à propos du titre de propriété? Sans attendre de réponse, elle s'est laissée tomber sur le canapé. J'ai servi 3 tasses de thé chaud et les ai placées devant ma belle-mère et ma belle-sœur. Puis je me suis assise en face d'elle. J'ai croisé les doigts sur la table en verre. Étienne n'est pas parti pour le travail. Il a abandonné sa femme le soir de ses noces pour s'envoler à Cabo afin de sauver sa soi-disant petite sœur, Léa. Prends un peu de thé. Éléonore, ça t'aidera à calmer ta gorge. Le visage d'Éléonore a perdu toute couleur. La main qui s'était tendue vers la tasse s'est légèrement rétractée. Elle a quand même essayé de se ressaisir. Non, ne commence pas avec des accusations absurdes. Étienne est un homme décent. Léa n'est qu'une amie de la famille. Elle est seule dans un autre pays et il est allé l'aider. En tant qu'épouse, tu devrais savoir quelle est ta place. Quelle est ma place? J'ai éclaté de rire. Ce n'était pas un rire fort, mais suffisant pour que la température de la pièce baisse de plusieurs degrés. J'ai pris le dossier bleu que j'avais laissé sur l'étagère et je l'ai jeté sur la table. Plus besoin de faire semblant. Tu crois que je suis aveugle? Le bracelet en diamant que tu portes au poignet. Le coûteux ensemble de soins pour le visage dont tu as fait étalage devant tout le quartier le mois dernier et cette escapade de luxe au spa pendant 2 jours en septembre. D'où crois-tu que tout cet argent est venu? De Léa, l'amante qui essayait de gagner les faveurs de sa future belle-mère, n'est-ce pas? Éléonore a sursauté. Elle a rapidement caché son poignet derrière son dos. Tout le sang a disparu de son visage. Mais ce que tu ne sais pas, j'ai frappé doucement la table avec mes doigts, marquant chaque mot, c'est que cet argent a été volé à l'entreprise par ton fils. Il a utilisé l'argent de sa femme pour jouer au bienfaiteur avec son amante, puis elle a utilisé une partie de cet argent pour t'acheter des faveurs et s'assurer que tu cacherais l'aventure. Emma, qui était restée silencieuse tout le temps, a agrippé le bras de sa mère avec des mains tremblantes. C'est vrai, maman.
Étienne était infidèle à Sophie. Et tu le savais. Tu l'aidais à le cacher? Tais-toi. Éléonore a crié à sa fille puis m'a fusillé du regard. Les hommes s'amusent parfois un peu. C'est normal. Quand il en aura marre, il reviendra vers sa femme. Est-ce que tu inventes tout ça par jalousie? J'ai lentement secoué la tête. Mes yeux froids se sont posés sur elle. Je ne détruis rien. Celui qui détruit tout, c'est ton fils. Continue à le défendre et nous verrons si tu peux encore le faire après avoir vu ceci. J'ai sorti de mon sac une copie du titre de propriété et un contrat de deuxième hypothèque. Je les ai soigneusement placés devant elle. Hier, j'ai trouvé les relevés bancaires au fond d'un tiroir, mais ce n'était qu'un écran de fumée. La vérité était cachée dans une pile de documents rangés dans le coffre-fort de l'entreprise. Ce matin, je l'ai fait ouvrir. Éléonore a observé les papiers, ses yeux s'écarquillant de plus en plus. Étienne a détourné de l'argent de l'entreprise jusqu'à vider les comptes pour entretenir Léa. Quand il n'a plus eu de liquidité, il est revenu en douce à la maison, a falsifié les signatures de ses parents et a contracté un prêt privé de 60 000 € en utilisant la maison comme garantie. J'ai pointé la signature. Voilà la preuve. La pièce est restée silencieuse. La semaine prochaine, le premier paiement d'intérêt est dû. S'il n'y a pas d'argent pour le payer, la banque saisira l'hypothèque et vous perdrez la maison. Les mains d'Éléonore ont commencé à trembler. Elle a pris le document. Les mots « contrat d'hypothèque immobilière » et le chiffre de 60 000 € ont semblé la frapper physiquement. Son coude a heurté la tasse de thé. La porcelaine est tombée au sol et s'est brisée. Le liquide chaud s'est répandu partout. Non, ce n'est pas possible. Étienne ne me ferait pas ça. Éléonore a commencé à pleurer inconsolablement. Elle a tenu sa poitrine tandis que les larmes coulaient sur son visage ridé. Mon Dieu, quel fils ingrat nous a détruits. Maman, calme-toi. Emma a éclaté en sanglots en serrant sa mère dans ses bras. Puis elle m'a regardé, les yeux rouges. Sophie, s'il te plaît, sauve mes parents. Mon père est malade. Si nous perdons la maison, il ne le supportera pas. Pourquoi Étienne est-il si misérable? Les larmes de crocodile de ma belle-mère ne m'ont pas émue du tout, mais Emma était différente. Elle avait toujours été une fille sensée. J'ai sorti 2 documents préparés à l'avance et je les ai placés sur la partie sèche de la table. Je suis une femme d'affaires. Tout doit être clair. J'ai regardé fixement Éléonore, qui sanglotait toujours. Je vais maintenant vous donner 2 options. J'ai désigné le premier document. Première option, tu continues à protéger ton précieux fils. Tu prends cette dette de 60 000 € chez toi et tu la résous par tes propres moyens. Si vous finissez par vivre dans une voiture ou ailleurs, ce sera le problème de ta famille. Je n'interviendrai pas. J'ai marqué une brève pause. Et je déposerai immédiatement une demande de divorce devant le tribunal. Puis j'ai désigné le deuxième document. C'était une déclaration sous serment de témoin. La deuxième option est que tu signes cette déclaration. Tu témoigneras devant le tribunal qu'Étienne a commis l'adultère avec Léa. Il a abandonné sa femme le soir de ses noces, a dissimulé des biens et a trompé sa propre famille. Si tu la signes, j'utiliserai mon argent personnel pour payer à la banque les 60 000 € et annuler l'hypothèque de tes parents. Éléonore a observé les 2 documents comme s'ils étaient un arrêt de mort. Toute sa vie, elle avait vécu des apparences. Elle marchait toujours la tête haute, se vantant de son fils directeur général dans la grande ville. Et maintenant, elle devait exposer publiquement la vérité honteuse de sa propre famille. Elle devait admettre devant la loi que son fils était un vaurien pour acheter un peu de paix pour sa vieillesse. Sophie, tu me mets vraiment dans cette situation? Éléonore a levé les yeux. Ses yeux étaient remplis de ressentiment et de supplication à la fois. C'est Étienne et toi qui vous êtes mis dans cette situation, ma réponse a été froide et inflexible. Quand tu as accepté les cadeaux de l'amante de ton fils et que tu l'as aidé à me tromper, as-tu pensé à la situation dans laquelle tu me laissais? Réponds-moi. Laquelle choisis-tu? Signe, maman, a soudainement dit Emma. Sa voix a sonné étonnamment ferme.
Elle a pris le stylo sur la table et l'a mis dans la main d'Éléonore. Les larmes coulaient sur son visage, mais son regard restait déterminé. Étienne est allé trop loin. Sophie n'a rien fait de mal. Vas-tu choisir l'orgueil ou la vie de papa? Signe, maman. Sous la pression de cette énorme dette et des mots percutants de sa propre fille, la dernière ligne de défense d'Éléonore s'est complètement effondrée. Tremblante, elle a pris le stylo. Sa signature maladroite a été apposée sur la déclaration sous serment et elle a aussitôt éclaté en sanglots d'amertume et d'humiliation. J'ai soigneusement ramassé le document, les plié avec précision et les rangé dans le dossier. En regardant la femme brisée devant moi, je n'ai ressenti aucune pitié. La vie finit toujours par faire payer les dettes. Ce qui ne vous appartient pas ne peut jamais être conservé pour toujours. Si vous essayez de vous l'approprier par cupidité, tôt ou tard, cela finira en miettes. Emma, ramène ta mère à la maison pour qu'elle se repose. Quant à la dette, j'enverrai quelqu'un cet après-midi pour la régler. Je me suis levée et les ai accompagnés jusqu'à la sortie. J'ai observé les silhouettes d'Éléonore et d'Emma s'éloigner en se soutenant mutuellement. Quand elles ont disparu, j'ai fermé la porte et j'ai souri, soulagée. La bombe à retardement derrière moi venait d'être désamorcée. Maintenant, le filet était complètement fermé. Voyons comment se termine la ridicule performance de mon mari infidèle au Mexique. Les hommes, quand ils ont de l'argent et une amante à leur côté, ont tendance à se gonfler et à croire qu'ils sont les rois du monde, mais ils oublient que le trône doré sur lequel ils sont assis a souvent été construit grâce à la patience et au sacrifice de l'épouse qui attend à la maison. Ce matin-là, exactement à 10 heures, heure de Chicago, j'étais confortablement assise dans mon bureau au siège régional de Whole Foods. J'avais un café glacé noir à la main. Devant moi, l'écran de l'ordinateur affichait plusieurs logiciels de gestion financière ouverts. Je savais qu'à ce moment précis, à Cabo, la meilleure partie de toute cette histoire était sur le point de commencer. Plus tard, grâce au rapport de police et aux relevés téléphoniques, j'ai pu reconstituer parfaitement l'état lamentable de mon ex-mari. Ce matin-là, sur l'avenue commerçante la plus exclusive et la plus fréquentée de Cabo, Étienne vivait toujours dans le fantasme d'être un homme à succès. Il marchait au bras de Léa, sa soi-disant petite sœur, tandis qu'elle feignait l'innocence. Léa l'a entraîné dans une boutique Chanel et a montré un sac noir en édition limitée. Étienne, on m'a tout volé. Ce sac est magnifique. Achète-le-moi pour compenser ce qui s'est passé. Je suis fatiguée de marcher et en plus je suis enceinte. Je veux juste une petite joie. Sa voix était douce comme du sucre. Étienne, avec un ego aussi grand qu'une montagne, a levé le menton et a fait signe à la vendeuse de préparer l'achat. Le sac coûtait environ 5 000 €. Ce n'était pas rien, mais pour un soi-disant directeur général profitant de vacances de luxe, cela semblait une somme parfaitement acceptable. Étienne a sorti nonchalamment sa carte platine et l'a posée sur le comptoir. L'employé a passé la carte. Un bref bip a retenti. La jeune Mexicaine a regardé l'écran et a souri avec gêne. Désolé, monsieur. Votre carte a été refusée. Étienne a froncé les sourcils. Le sourire a disparu de son visage. Il a récupéré la carte d'un coup. Ce doit être un problème de réseau international. Essayez avec celle-ci. Il a sorti une deuxième carte d'entreprise. Un autre bip. Encore plus froid. Je suis désolé, monsieur. Cette carte apparaît bloquée. Le visage d'Étienne a commencé à perdre ses couleurs. Certains touristes à proximité ont commencé à se retourner pour observer la scène. Léa a fait un geste de dégoût et a tapé du pied. Qu'est-ce qui se passe? Toutes tes cartes sont en panne? Appelle la banque. Quelle honte d'être ici comme ça. Étienne était trempé de sueur. Il l'a précipitamment tiré hors du magasin et a appelé le service client de sa banque aux États-Unis. Quand il a entendu la réponse de l'agent, ses jambes ont failli flancher. Vos comptes ont été gelés ce matin à la demande de la cotitulaire du compte, Sophie, en raison de possibles mouvements frauduleux. De plus, les cartes d'entreprise ont été temporairement bloquées pendant que le conseil d'administration mène une enquête. Étienne a rugi au milieu du centre commercial. Quoi?
De quel droit Sophie bloque mes cartes? Je suis le directeur général. Débloquez-les immédiatement. Mais de l'autre côté de la ligne, il n'a reçu que des réponses légales froides et impersonnelles. Il a raccroché furieux. Il ressemblait à une bête acculée. Il a cherché mon numéro et m'a appelé en appel vidéo. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Son visage est apparu à l'écran. Il était rouge de colère. Les veines de son cou saillaient. Sophie, qu'est-ce que tu es en train de faire avec mes comptes? Es-tu devenue folle? Débloque les cartes tout de suite. Il ne prenait plus la peine de faire semblant. J'ai tranquillement remué mon café. Bonjour, Étienne. Comment se passe le voyage pour sauver ta petite sœur? Je suppose que la cuisine mexicaine te plaît bien. Arrête de jouer, Étienne a serré les dents. Tu profites des documents des comptes conjoints pour geler mon argent. Tu ferais mieux d'appeler la banque et de régler ça tout de suite. Je suis bloqué à Cabo sans un sou. Tu comptes me laisser mourir de faim ici? Tiens, tu es un directeur général. Pourquoi te soucier de ne pas avoir d'argent? J'ai laissé échapper un petit rire. J'ai bloqué les cartes partagées. Je travaille trop dur pour financer mon mari et l'amante de mon mari. Ah, au fait, j'ai aussi annulé la réservation du complexe hôtelier 5 étoiles que tu as faite avec ma carte et j'ai récupéré l'argent avant midi. Vous feriez mieux de faire vos valises et de quitter l'hôtel. Sophie, comment oses-tu? Étienne est resté sans voix. Ses yeux semblaient vouloir transpercer l'écran. Non seulement j'ose, mais j'ai fait bien plus que ça. Le sourire a disparu de mon visage. Ma voix est devenue aussi froide que la glace. Tu pensais que j'étais à la maison en train de pleurer en attendant tes miettes. Tu te trompes lourdement. Tu as décidé de partir avec une amante, alors ne me blâme pas d'arracher les mauvaises herbes à la racine. Avant qu'Étienne ne puisse réagir, un autre appel est arrivé sur son téléphone. Il a répondu précipitamment. C'était le chef comptable de son entreprise. J'ai laissé l'appel vidéo ouvert et j'ai écouté la conversation calmement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi m'appelle-t-il sans arrêt? Étienne a aboyé la question. Étienne, reviens immédiatement. Nous sommes finis. La voix du comptable semblait complètement terrifiée. La police vient de perquisitionner l'entreprise. Ils avaient un mandat pour saisir tous les livres comptables. Ils ont déposé une plainte t'accusant de créer de faux contrats pour détourner 10 000 euros. Et à l'entrepôt de Cicero, Théo, le frère de Léa, organisait la sortie illégale de marchandises pour les vendre rapidement. Quand la police est arrivée, ils l'ont pris en flagrant délit, l'ont menotté et l'ont emmené. Étienne, tu dois te rendre. Étienne est resté paralysé. Là, en terre étrangère, il a eu l'impression que le ciel entier s'effondrait sur lui. Il est revenu à l'appel vidéo avec moi. Son expression avait complètement changé. La rage avait été remplacée par une peur absolue. Sophie, tu m'as tendu un piège. Tu as fait tout ça. J'ai doucement tapé sur le bureau avec mes doigts. Le voir ainsi me procurait un immense sentiment de soulagement. Je ne t'ai tendu aucun piège, Étienne. J'ai juste mis en lumière toutes les ordures que tu cachais depuis un an. Tu as détourné 10 000 euros de l'entreprise. Tu as utilisé le frère de ton amante pour liquider illégalement des marchandises. Tu as falsifié les signatures de tes parents pour demander une deuxième hypothèque. Tout porte ta signature. J'ai juste remis les preuves aux autorités. Sophie, tu ne peux pas être si cruelle, Étienne suppliait. Toute son arrogance avait disparu. Laisse-moi une issue. Débloque une carte pour que je puisse acheter un billet de retour. Ensuite, nous parlerons en tant que mari et femme. Il n'y a plus de mari ni de femme ici, l'ai-je interrompu sans hésiter. Vends tes vêtements de créateur, achète un billet en classe économique et reviens le plus tôt possible. L'assignation à comparaître est déjà collée sur la porte de ton bureau. Au revoir. J'ai raccroché et bloqué son numéro immédiatement. De l'autre côté du monde, Étienne s'est effondré sur les marches de granit du centre commercial. En le voyant, Léa a paniqué. Étienne, où est l'argent? Achète-moi le sac.
Qu'est-ce que cette femme a voulu dire par « ils ont arrêté Théo » Étienne a levé les yeux vers l'amante qu'il avait si longtemps vénérée. Une rage sauvage a explosé en lui. Il lui a donné une gifle brutale. « Ton sac. À cause de toi et de ton frère, j'ai tout perdu. Tout. » Étienne a rugi comme un animal enragé. Il ne se souciait plus des regards de centaines de personnes. Sans argent, sans carte, sans poste de directeur général. Les 2 personnes qui se croyaient plus intelligentes que tous les autres avaient fini abandonnées dans les rues de Cabot. Pour la première fois, elles goûtaient au véritable fond de l'abîme. L'après-midi du 4e jour, après cette absurde nuit de noces, j'étais en train de vérifier les revenus hebdomadaires dans mon bureau lorsque l'application des caméras de sécurité m'a signalé un mouvement à la porte principale. J'ai tranquillement bu une gorgée de thé noir et j'ai agrandi l'image. Le retour humiliant d'Étienne du Mexique est apparu complètement devant mes yeux. Sur l'écran, Étienne et Léa venaient de descendre d'un Uber délabré. J'ai supposé qu'il avait vendu sa fausse montre de luxe ou les bijoux de son amante pour obtenir 2 billets d'avion de retour. Étienne était si décharné que je l'ai à peine reconnu. Sa chemise de créateur était froissée et trempée de sueur. Ses cheveux étaient en désordre. Léa marchait à ses côtés avec un vieux sac à main dégonflé. Son visage était amer. Elle ne lui adressait même pas la parole. La romance rose construite avec de l'argent volé semblait s'être complètement évaporée lorsque les cartes ont cessé de fonctionner. Étienne a traîné la valise jusqu'à la porte principale de la maison à Chicago. Il a levé une main tremblante et a appuyé son index sur la serrure intelligente. Bip, bip, bip. Une lumière rouge a clignoté. Accès refusé. Empreinte digitale non valide. Il ne reste même pas un seul de tes slips dans cette maison et tu exiges toujours d'entrer. Étienne est resté immobile. Ses bras sont tombés lentement le long de son corps. En entendant cela, Léa a levé les yeux au ciel, s'est précipitée en avant, a agrippé Étienne par la chemise et a commencé à crier d'une voix stridente. « Quoi ? Tu as dit que tu avais acheté cette maison. Mes vêtements et mes sacs sont aussi à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » La voisine a répondu sans broncher, « Ils sont à la décharge. »« Rends-moi mes affaires. Rends-moi mon argent, salaud. »« Tais-toi. » Étienne a violemment poussé Léa, la faisant tomber au sol. L'humiliation d'être démasqué par une voisine et en plus insulté par sa propre amante a fini de le rendre fou. Mais avant qu'il ne puisse reprendre le contrôle, le téléphone qu'il avait dans sa poche a commencé à vibrer frénétiquement. Il a répondu. C'était Michel, mon avocat, qui se trouvait à ce moment-là au siège de l'entreprise. J'étais dans mon bureau, écoutant toute la conversation à travers un autre écran. Étienne, tu arrives juste à temps. La voix de Michel était calme et précise. Michel, dis à Sophie de m'ouvrir la porte tout de suite. Elle est devenue folle. Étienne criait sans la moindre trace de rationalité. Cette maison appartient légalement à Sophie. Elle n'a absolument rien à voir avec toi. La réponse de Michel a été froide. Et ne t'inquiète plus pour la porte. Prends un taxi et viens immédiatement au siège de l'entreprise. Le conseil d'administration et les autorités t'attendent. Étienne a senti son cœur rater un battement. De quoi diable parles-tu ? Théo, le frère de Léa, a tout avoué. Il a expliqué comment tu lui as ordonné de liquider des actifs pour cacher la fraude. Si tu tentes de fuir, un mandat d'arrêt sera émis cet après-midi même. Étienne a chancelé. Le téléphone lui a glissé des mains et est tombé sur l'asphalte. L'écran s'est brisé. Il n'a même pas essayé de le ramasser. Il n'a pas non plus prêté attention à son amante, qui était toujours assise par terre, pleurant et faisant une scène. Il a couru jusqu'au bout de la rue et a commencé à agiter désespérément les bras pour arrêter un taxi délabré. Une demi-heure plus tard, il est arrivé au siège de l'entreprise. Cet endroit avait été son royaume, l'endroit où il marchait en costumes impeccables, tandis que les employés le saluaient avec respect. Mais ce jour-là, la première chose qu'il a vue était une bande jaune de la police traversant la porte du bureau du directeur général. Dessus, un sceau officiel du FBI se détachait.
Le garde de sécurité a reconnu Étienne instantanément, mais il n'y avait plus de respect dans son regard, seulement de la froideur et du mépris. Étienne, par ordre du président du conseil d'administration, il vous est interdit d'entrer dans les bureaux. Vous avez été destitué hier matin. Le jeune garde lui a bloqué le passage. Écarte-toi de mon chemin. Je suis le directeur général. Tu sais qui je suis? Étienne a élevé la voix et a tenté de le repousser. Cependant, avant d'atteindre l'ascenseur, 3 agents en uniforme sont sortis d'une salle de réunion. Celui qui était en tête a sorti un document de son porte-document. Étienne, nous appartenons à l'unité des délits financiers. Ceci est une assignation officielle pour que vous nous accompagniez au commissariat et répondiez des accusations de détournement de fonds, de fraude corporative et de liquidation illégale de marchandises retenues. Il n'y a pas eu de menottes, pas d'arrestation immédiate, mais le poids de cette assignation est tombé sur Étienne comme un rocher gigantesque. Ses jambes ont flanché. Ses yeux vitreux ont parcouru le document. Puis il a observé le bureau qui avait été le sien. Derrière les panneaux de verre, employés et directeurs observaient en silence, murmuraient, montraient du doigt. La personne qui avait révélé tous ses secrets n'était autre que la femme qu'il avait cruellement abandonnée la nuit de ses noces. Étienne s'est effondré lentement. Ses genoux ont heurté le sol froid en granit du hall. Il a couvert son visage de ses 2 mains. Ses épaules tremblaient, mais il n'a même pas pu pleurer. Il a enfin compris qu'il avait absolument tout perdu, sa famille, ses biens, sa carrière, et la seule chose qui l'attendait était le poids de la loi. Une punition dure, mais complètement méritée. Exactement 3 jours après cet effondrement dans le hall de l'entreprise, j'ai revu Étienne. Cette fois, ce n'était pas dans un endroit élégant, c'était dans une salle d'interrogatoire froide et grise. L'air sentait le vieux tabac et les papiers humides. La lourde porte métallique s'est ouverte. Un agent a conduit Étienne à l'intérieur. En le voyant, j'ai failli rire. Son apparence était lamentable. Moins d'une semaine auparavant, c'était un directeur général impeccablement habillé qui faisait ses valises pour courir sauver une amante pendant sa nuit de noces. Maintenant, il portait un uniforme froissé. Sa barbe poussait de façon irrégulière sur un visage émacié et pâle. Les profondes cernes et les yeux injectés de sang révélaient plusieurs nuits sans sommeil. Étienne s'est assis en face de moi et de Michel. Il a joint les mains sur la table. Elle tremblait sans contrôle. Il a levé les yeux. Dans ses yeux, il y avait de la haine, mais aussi une peur absolue. Le détective a poussé un épais dossier vers lui et a tapé sur la table avec son stylo. Étienne, nous avons examiné toute la documentation fournie par le comptable de l'entreprise et les représentants des actionnaires. Depuis les 6 sociétés de conseil fictives que vous avez créées pour détourner des fonds jusqu'au détournement de plus de 120 000 € transférés sur le compte personnel de Léa. De plus, nous avons la confession de Théo, le frère de Léa, qui a expliqué comment vous l'avez appelé du Mexique pour ordonner la liquidation de marchandises et masquer des preuves. La preuve est concluante. Souhaitez-vous déclarer quelque chose pour votre défense? Étienne est resté silencieux. Il a regardé les relevés bancaires qui portaient sa propre signature. Ses lèvres desséchées étaient si serrées qu'elles semblaient sur le point de saigner. Il savait qu'il n'avait pas d'échappatoire. Mais la nature de quelqu'un habitué à blâmer les autres a fini par s'imposer. Soudain, il a levé la tête. Ses yeux rougis se sont fixés sur moi. Sophie, es-tu vraiment si impitoyable? Tu as mis ton propre mari en prison et tu as détruit ma carrière. Qu'est-ce que tu y gagnes? Tu dois te sentir satisfaite, n'est-ce pas? Pour une simple jalousie féminine, tu as tout ruiné. Je me suis installée dans ma chaise et j'ai croisé les bras. Je ne me suis pas fâchée. Je n'ai même pas élevé la voix. Je l'ai observé comme on observe d'une montagne une flaque de boue. Tu te trompes, Étienne. Ce n'est pas moi qui t'ai mené ici. Ce sont ta cupidité et ta lâcheté. Quand tu volais l'argent de l'entreprise pour acheter des sacs de luxe à ton amante, pensais-tu à la loyauté? Quand tu as secrètement hypothéqué la maison de tes propres parents pour obtenir 60 000 €, pensais-tu à la loyauté? Je ne fais que nettoyer les ordures que tu as laissées partout. Ne te pose pas en victime. C'est répugnant.
Étienne a exhalé avec force. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait violemment. Il a planté ses 10 doigts sur le bord de la table. Il essayait de sauver les derniers vestiges de sa fierté. D'accord. J'admets que j'ai nui à l'entreprise. J'admets que j'ai perdu contre toi. Tu es une femme froide et calculatrice. Mais, tu sais pourquoi j'ai choisi Léa et pas toi? Il a levé le menton, comme s'il voulait encore conserver une certaine dignité. Parce que Léa est douce et fragile. Elle a besoin de ma protection. Elle ne m'a jamais fait me sentir inférieure ou étouffée comme toi. Et même si je n'ai rien maintenant, elle est toujours à mes côtés. Elle porte mon enfant en son sein. Nous allons recommencer. C'est quelque chose qu'une femme cruelle comme toi ne comprendra jamais. En entendant cela, Michel n'a pas pu retenir son rire. Au milieu du silence de la salle d'interrogatoire, ce rire a sonné particulièrement cruel. Michel a ouvert sa mallette, a sorti un mince dossier et l'a lentement glissé vers Étienne. Étienne, l'une des choses les plus stupides qu'un homme puisse faire est de croire en un amour bon marché construit avec de l'argent volé. Son ton était empreint de moquerie. Tu pensais vraiment que ta chère petite sœur était si noble? Le matin même où tu as été emmené de l'entreprise au commissariat, Léa était déjà dans ton appartement. Elle a vendu tous les articles de luxe que tu lui avais achetés, a ouvert ton coffre-fort, a pris les derniers milliers d'euros que tu avais cachés pour les urgences et a également volé ta montre. Puis elle a changé de numéro de téléphone, a pris un bus et a disparu en direction de Las Vegas. Les yeux d'Étienne se sont écarquillés. Tout son corps s'est raidi. Il a sauté de sa chaise. La chaise est tombée bruyamment au sol. Tu mens. Vous vous êtes tous mis d'accord pour me tromper. Léa ne ferait jamais ça. Elle est enceinte de mon enfant. Elle m'a promis qu'elle m'attendrait jusqu'à ce que je sorte. Puisque tu parles de la grossesse, l'ai-je interrompu froidement. J'ai sorti un document du dossier et je l'ai jeté sur la table. Le papier a glissé jusqu'à se trouver juste devant lui. Étienne, tu devrais lire ceci toi-même. Avec l'éducation d'un directeur général, tu ne devrais pas avoir de mal à comprendre un rapport prénatal et un test de paternité. Tremblant, Étienne a pris le document. C'était une copie des résultats d'un test prénatal non invasif, le même que Léa lui avait montré 2 mois auparavant, alors qu'elle exigeait une bague en diamant. Mon détective privé l'avait obtenu directement de la clinique. Étienne, ai-je prononcé chaque mot lentement, ma voix résonnant dans la salle close comme une lame aiguisée traversant la chair. Tu as le groupe sanguin O, Léa a le groupe sanguin A. Selon les principes génétiques les plus élémentaires, un enfant de vous deux ne pourrait avoir que le groupe sanguin A ou O. Mais ouvre bien les yeux et regarde la conclusion du rapport. Le bébé que Léa porte en son sein a le groupe sanguin B. Le visage d'Étienne a perdu toute couleur. Il est devenu aussi pâle qu'un cadavre. Ses lèvres ont commencé à trembler violemment. Il a regardé frénétiquement le rapport, puis m'a regardé, puis a de nouveau regardé le papier. Il murmurait comme un somnambule. Non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. L'hôpital s'est trompé ou tu as falsifié les documents pour me détruire. Personne n'a le temps de falsifier quelque chose comme ça, Étienne, lui ai-je dit avec un sourire rempli de la plus grande pitié que puisse inspirer quelqu'un qui a touché le fond. L'homme avec le groupe sanguin B et le véritable père de ce bébé est Thomas, l'entraîneur personnel de la salle de sport du centre-ville. La même salle de sport où tu dépensais religieusement 3 000 € par an pour une adhésion VIP afin que Léa maintienne sa silhouette. Étienne a retenu sa respiration un instant. J'ai continué. Tu as abandonné ta femme le soir de tes noces. Tu as détruit ton entreprise. Tu as liquidé des actifs. Tu as envoyé le frère de ton amante en prison et au final, tout cela pour devenir la poubelle émotionnelle et le bouc émissaire de l'enfant d'un autre homme. J'ai lentement secoué la tête. Étienne, tu me traites d'impitoyable, mais la vraie cruauté a été ta propre stupidité et tes délires. Un silence de mort a enveloppé la pièce. On n'entendait que les respirations saccadées de l'homme qui s'était cru invincible. L'humiliation est tombée sur lui comme une avalanche. La vérité a fini de détruire la dernière illusion qui lui restait. Étienne est tombé lentement à genoux. Il a tenu sa tête de ses 2 mains.
Il s'arrachait des mèches de cheveux en s'enfonçant les doigts dans le cuir chevelu. Le rapport est tombé au sol, froid, implacable, comme une sentence définitive sans possibilité d'appel. Il n'y a pas eu de cris, pas de rage, seulement les sanglots étouffés d'un homme qui avait été dépouillé de absolument tout. Son argent, sa fierté, sa fausse foi, il avait tout perdu. Il était devenu complètement vide, transformé en la blague la plus lamentable du monde. Je me suis levé, j'ai ajusté la veste de mon costume. Je n'ai même pas pris la peine de jeter un second regard sur l'homme effondré à mes pieds. Michel, je te laisse le reste de la procédure. Coordonne avec les détectives. J'ai regardé ma montre. Je dois partir avant. Cet après-midi, j'ai une inspection de fournitures dans les supermarchés. J'ai hoché la tête poliment à l'officier de police. J'ai ouvert la porte et je suis parti. Le couloir du commissariat était inondé par la lumière dorée du midi hivernal. J'ai marché la tête haute. J'ai respiré profondément. L'air était incroyablement pur. La performance la plus misérable du mari traître était officiellement terminée et chaque péché avait été payé au prix le plus élevé. Une semaine s'est écoulée depuis le jour où Étienne s'est effondré devant les résultats du test ADN. Pendant 7 longs jours, je ne suis pas allé le voir une seule fois. Je l'ai laissé seul. Seul avec son humiliation, seul avec la trahison de son amante, seul avec la terreur de s'imaginer derrière les barreaux. Michel m'a informé qu'Étienne était au bord de la folie. Il refusait de manger, refusait de dormir et chaque fois qu'il parlait, il ne prononçait que des insultes dirigées contre Léa et l'entraîneur de la salle de sport. Mais la loi n'a aucune compassion pour les remords tardifs. L'accusation de fraude d'entreprise de plus de 120 000 € pesait sur sa tête comme l'épée d'un bourreau. Le lundi matin, Chicago s'est réveillé glacial. Vêtu d'un long manteau de laine. Je suis retourné au commissariat avec Michel pour effectuer le dernier mouvement de cette partie d'échecs. Étienne a été conduit dans la salle de réunion. Il ne s'était écoulé qu'une semaine, mais il semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient gras et en bataille. Les épaules affaissées, le regard vide, il traînait les pieds comme un fantôme sans âme. Quand il m'a vu, une petite étincelle d'espoir est apparue dans ses yeux. Il a couru vers la table, a posé ses 2 mains dessus. Sa voix s'est brisée. Sophie, Sophie, s'il te plaît, aide-moi. Fais-moi sortir sous caution. Je ne peux pas supporter ça ici. J'ai des cauchemars toutes les nuits. Je me suis trompée. Je me suis trompée 1000 fois. S'il te plaît, pour les années que nous avons partagées en tant que mari et femme. Mari et femme ? J'ai souri froidement et je l'ai interrompu. Cette relation est morte exactement quand tu as attrapé ta valise et que tu es sorti par la porte pour t'envoler vers Cabo la nuit de nos noces. Étienne, pourquoi n'as-tu pas pensé à notre mariage à ce moment-là ? J'ai regardé Michel. Comprenant le signal, il a ouvert sa mallette et a placé plusieurs documents sur la table. Étienne, parlons en termes légaux pour gagner du temps. Sa voix était professionnelle et ferme. Le détournement de plus de 120 000 € de fonds corporatifs constitue un crime fédéral grave. La peine estimée varie de 12 à 20 ans de prison fédérale. Théo a avoué tous vos ordres. De plus, il existe des poursuites de la part des actionnaires. Si cette affaire va en justice, il est pratiquement certain que vous recevrez la peine maximale. Étienne a frissonné. Tout le sang a disparu de son visage. Les larmes ont commencé à s'accumuler dans ses yeux. Michel, tu es un grand avocat. Il doit y avoir un moyen de m'aider. Sophie, dis-lui de retirer la plainte. Tu es aussi actionnaire de l'entreprise. Tu ne peux pas me pousser à ce point. J'ai doucement tapé sur la table avec mon index. Oui, je suis actionnaire. Le son sec a résonné dans la pièce. Et en tant qu'actionnaire majoritaire, j'ai le pouvoir de décider si je dépose une renonciation formelle pour transformer cette affaire en un litige civil commercial. Les yeux d'Étienne ont brillé immédiatement, comme un homme qui se noie et qui vient de voir une bouée de sauvetage. Si je signe cette renonciation et que je m'engage à couvrir les pertes du conseil d'administration, vous éviterez de finir en uniforme orange. Étienne a tenté de saisir ma main.
Je l'ai immédiatement retiré. L'idée même me répugnait. J'ai serré les dents. Mes yeux sont devenus acérés comme des lames. Mais rien n'est gratuit dans cette vie. En échange de te sauver de 20 ans de prison, tu devras signer 2 documents maintenant même. J'ai sorti 2 dossiers préparés à l'avance et je les ai placés devant lui. Le premier est une demande de divorce sans opposition. J'ai frappé le 2e document du bout du doigt. Le 2e est un accord de liquidation matrimoniale. Étienne a dégluti. J'ai continué. Les conditions sont simples. Tu renonces volontairement à tout. La maison de Chicago restera ma propriété car c'était un cadeau de mes parents avant le mariage. L'appartement du centre-ville a déjà été vendu pour couvrir les dommages causés par ta fraude. Toutes tes actions dans l'entreprise seront transférées à mon nom pour 0 € pour compenser l'argent que tu as volé. Et le plus important, toutes tes dettes personnelles seront exclusivement les tiennes. Elles n'auront absolument rien à voir avec moi. Étienne a contemplé les documents comme s'ils étaient un arrêt d'exécution. Ses lèvres tremblaient. Son visage s'est déformé de désespoir. Sophie, tu me laisses sans rien. Comment vais-je survivre? J'aurai une dette énorme. Je perdrai l'entreprise. Je perdrai ma femme. Je perdrai tout. Tu m'accules. Tu ferais mieux de me laisser pourrir en prison. Alors va en prison, ai-je répondu avec une indifférence totale en retirant les documents. Je te donne exactement 30 secondes pour te décider. Signe et reconstruis ta vie à partir de 0. Ou ne signe pas et laisse la loi t'enfermer pendant 2 décennies. Attends. Étienne a frappé les documents de la main pour m'empêcher de les retirer. Il savait qu'il n'avait aucune capacité de négociation. Les derniers vestiges de l'arrogance du puissant directeur général ont été réduits en cendres. Avec des mains tremblantes, il a pris le stylo que Michel lui tendait. Les larmes sont tombées sur la demande de divorce. L'encre a légèrement bavé. Serrant la mâchoire, il a signé page après page. Sa signature était irrégulière, tordue, pathétique, exactement comme sa vie à ce moment-là. Quand il a eu fini, il a laissé tomber le stylo, a caché son visage sur la table et a pleuré comme un enfant. J'ai soigneusement ramassé tous les documents, vérifié chaque signature, chaque paraphe, chaque page. Puis je les ai rangés dans ma mallette. Je me suis levé sans pitié, sans consolation, sans un seul mot gentil. Ma responsabilité envers cet homme s'est terminée à jamais à l'instant où il a apposé sa signature. Ce même après-midi, je me suis rendu au département de neurologie de l'hôpital Northwestern Memorial. Après le jour où j'ai jeté le contrat hypothécaire sur la table devant Éléonore, ma belle-mère a subi une forte augmentation de la pression artérielle qui lui a finalement provoqué un accident vasculaire cérébral léger. Heureusement, elle a reçu des soins médicaux immédiats. Elle n'est pas restée complètement paralysée, mais les séquelles l'ont laissée alitée. Elle ne pouvait pas bien bouger le côté droit de son corps et parlait avec difficulté. La famille Dupont, qui se vantait auparavant fièrement devant tout le quartier, avait été détruite. J'ai ouvert la porte de la chambre. L'air était lourd d'odeur de désinfectant et de l'odeur caractéristique de l'hôpital. Emma était assise à côté du lit. Elle donnait de petites cuillerées de flocons d'avoine à sa mère. En me voyant entrer, elle a posé le récipient et s'est levée. Ses yeux étaient gonflés par la fatigue et les larmes. « Sophie, tu es venue rendre visite à ma maman. » Sa voix s'est brisée. Éléonore a ouvert les yeux en entendant mon nom. Ses pupilles se sont remplies de panique, de peur, de remords et d'une tristesse absolue. Sa main gauche a tremblé sur les draps. Elle a essayé de parler. « Sophie, pardon, Étienne. » Je me suis approchée du lit en gardant le même calme que d'habitude. J'ai sorti un dossier de mon sac et je l'ai placé sur la table métallique. Ceci est le document de mainlevée de l'hypothèque sur la maison. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Comme promis, j'ai utilisé mon argent pour annuler le prêt de 60 000 € qu'Étienne avait obtenu en utilisant sa maison comme garantie. J'ai récupéré le titre de propriété. La maison redevient entièrement la vôtre. Les larmes ont commencé à couler des yeux d'Éléonore. J'ai continué à parler.
Étienne a également signé les documents de divorce. Grâce à la renonciation que j'ai présentée, il pourra être libéré sous caution cette semaine. J'ai tenu ma parole. Personne ne doit plus rien à personne. En entendant cela, Emma a couvert son visage et a éclaté en sanglots. Elle a couru vers moi. Elle m'a serré fort dans ses bras. Sophie, merci. Mes parents t'ont fait du mal. Étienne a été un monstre avec toi et pourtant tu as sauvé notre foyer. Toute ma famille te doit la vie. Avec douceur, j'ai écarté ses mains et je lui ai tapoté l'épaule. Tu n'as pas à me remercier. Je suis une femme d'affaires. J'aime que les comptes soient clairs. Tu as toujours été une fille sensée. Prends soin de tes parents et continue ta vie. J'ai regardé une dernière fois Éléonore. À partir d'aujourd'hui, ta famille et moi sommes des étrangers complets. J'ai incliné la tête en signe d'adieu. Les yeux de cette femme, autrefois si amère et fière, se sont remplis de larmes. Elle a essayé de lever son bras sain, comme si elle voulait me retenir, comme si elle voulait prononcer une dernière excuse. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je me suis retournée et je suis partie sans regarder en arrière. En sortant de l'hôpital, j'ai respiré profondément. Le ciel de Chicago était teinté d'un bleu hivernal intense. Quelques rayons de soleil filtraient à travers les arbres nus. Le bruit de la circulation et des klaxons remplissait l'avenue et pour la première fois depuis longtemps, ces sons me parurent agréables. Ma poitrine se sentait légère, comme si je m'étais enfin libérée de tout fardeau. Tout était terminé. Un chapitre sombre, rempli de mensonges et de trahisons, était officiellement clos. À partir de ce moment-là, Sophie était une femme complètement libre. Un après-midi de mi-décembre, le vent hivernal soufflait du lac Michigan, apportant un froid mordant. Un petit café se cachait sous un vieux chêne dénudé. 3 ans auparavant, c'était l'endroit où Étienne, vêtu d'une impeccable chemise blanche, m'avait timidement pris la main lors de notre premier rendez-vous. Maintenant, c'était le cadre parfait pour assister à la fin définitive d'un mariage bâti sur la tromperie. Étienne est arrivé 10 minutes avant moi. Il était courbé sur une vieille chaise métallique usée, frottant ses mains sales autour d'une tasse de café noir pour se réchauffer un peu. En le voyant, personne n'aurait reconnu l'ancien directeur général arrogant et élégant. Il portait une vieille veste usée. Les épaules étaient effilochées, les coutures commençaient à s'ouvrir. Sa barbe poussait de façon irrégulière sur un visage émacié et pâle. Ses yeux éteints observaient les eaux sombres et agitées du lac. Je me suis approchée, j'ai tiré la chaise devant lui et je me suis assise. La serveuse a apporté une théière fumante d'infusion aux herbes. J'ai acquiescé en signe de remerciement. Je n'ai rien dit. Étienne a levé les yeux. Son regard est immédiatement descendu. Il était chargé d'une faible et misérable supplication. Il a ouvert la bouche. Sa voix semblait piégée dans sa gorge. Sophie, tu es venue. Merci d'avoir accepté de me voir. J'ai tranquillement servi une tasse de thé. La vapeur est montée lentement. Son doux parfum a dissipé l'odeur humide qui venait du lac. J'ai poussé la tasse vers lui. Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. J'ai 15 minutes avant de retourner au supermarché pour superviser le service de l'après-midi. Étienne a pris la tasse avec des mains tremblantes, mais dès qu'il a senti la chaleur, il l'a reposée sur la table. Il a baissé la tête. Ses mains reposaient sur ses genoux. Il les frottait sans cesse jusqu'à les rendre rouges. Je suis sortie sous caution il y a 2 jours. Chaque mot semblait peser des tonnes. Merci d'avoir présenté la renonciation, mais Sophie, je suis sortie du centre de détention sans rien. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas d'argent. Les autorités conservent toujours mes documents. J'ai dû louer une chambre misérable dans un motel caché dans une ruelle du côté sud. La nuit, les rats courent sur le toit. Mes parents sont malades à la maison. Je n'ose pas me présenter devant mes anciens amis ou associés. Dès qu'ils voient mon numéro, ils me bloquent. J'ai essayé de trouver un travail de garde de sécurité, mais après avoir vérifié mes antécédents, ils m'ont viré. Sophie, je vis quelque chose de pire que la mort. J'ai bu une gorgée de thé.
Le goût était légèrement amer au début, mais la fin était douce et agréable. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans cligner, sans ressentir la moindre compassion. Tu m'as convoqué ici juste pour pleurer ta pauvreté et ta situation lamentable. Tu aurais dû aller chercher ta petite sœur. Ah, c'est vrai. J'oubliais qu'elle t'a volé le peu d'économie qui te restait et s'est enfuie avec l'enfant de l'entraîneur de la salle de sport. Étienne a sursauté comme si quelqu'un lui avait marché sur la queue. Il a brusquement levé la tête. Les yeux injectés de sang ont commencé à se remplir de larmes. Ne mentionne plus cette femme. Tout était de sa faute. Elle m'a manipulé. Elle m'a trompé. J'ai perdu la tête, Sophie. Mais tu n'avais pas non plus à être si impitoyable. Tu m'as absolument tout pris. L'appartement, l'entreprise, l'argent. Après tout, nous étions mari et femme. Tu m'as obligé à porter une montagne de dettes et tu m'as laissé sans rien. Maintenant, tu te sens fier. J'ai écouté ces mots lâches, ces excuses, ce besoin maladif de blâmer les autres et j'ai laissé échapper un petit rire. C'était un rire amer, mais aussi un rire plein de clarté. Même après avoir touché le fond, cet homme refusait toujours de reconnaître la pourriture qu'il portait en lui. J'ai posé la tasse sur la table avec un bruit sec. Le son a fait sursauter Étienne. Je me suis penché en avant. Mes yeux ont capturé les siens et j'ai prononcé chaque mot comme une lame. Étienne, ouvre bien les yeux. Tu n'as pas perdu parce que j'étais impitoyable. Tu as perdu à cause de ton arrogance, de ta cupidité et parce que tu as osé mépriser ta femme. Étienne est resté paralysé. Ses lèvres gercées tremblaient. Il a voulu répondre, mais sous mon regard, il a perdu ses mots. Tu pensais que j'étais une simple femme au foyer naïve. Que j'allais croire cette ridicule histoire de la petite sœur? Ma voix était ferme, sûre. J'ai construit ma carrière à partir de zéro. J'ai géré des réseaux de distribution évalués à des millions d'euros. Je survis depuis des années dans le monde de l'entreprise. Tes petites astuces de détournement, je les ai découvertes dès que je les ai vues. Étienne a baissé la tête. Il respirait avec difficulté. Mes mots frappaient directement la fausse fierté qu'il avait nourrie pendant des années. Tu continues à dire que Léa t'a trompé. Non, personne ne peut te tromper si tu ne portes pas la cupidité et le complexe de supériorité dans ton sang. Je ne lui ai pas laissé de répit. Tu m'as épousée. Tu as vu que je gagnais plus d'argent que toi. Tu as vu que j'étais plus déterminée et tu as développé un complexe d'infériorité. Tu n'as pas couru après Léa parce qu'elle était particulièrement belle. Tu es allé parce qu'à ses côtés, tu pouvais te vanter d'avoir de l'argent, te sentir important et entendre comment elle nourrissait ton ego. Tu aimais te sentir comme un roi. Tu désirais sa jeunesse. Tu désirais le sentiment de pouvoir. Tu as volé de l'argent à l'entreprise. Tu as hypothéqué la maison de tes propres parents. Tout cela pour alimenter une fausse image de grandeur. Tu as creusé ta propre tombe. Ne blâme pas les femmes. Étienne a porté une main à sa poitrine. Il respirait avec douleur. Il semblait incapable de supporter la vérité. J'ai légèrement baissé le ton. Pour la première fois, une nuance de tristesse est apparue. La tristesse de quelqu'un qui a tout donné pour une famille. Je t'ai donné des opportunités, Étienne. Je t'ai souvent averti des finances de l'entreprise. J'ai souvent insinué que je connaissais tes relations suspectes, mais tu as décidé de m'ignorer. La nuit de noces, quand tu es sorti de notre maison avec ta valise en direction de Cabo, tu t'es retourné et tu m'as offert un sourire rempli de mépris. As-tu pensé à moi à ce moment-là? Quand tu as laissé tes parents affronter seuls les dettes de la banque, as-tu pensé à être un bon fils? Les larmes ont commencé à tomber sur la table en plastique. Étienne a couvert son visage de ses deux mains et a fini par s'effondrer. Je me suis trompé. Vraiment, je me suis trompé, Sophie. Si seulement je n'étais pas sortie par cette porte cette nuit-là. Ne dis pas si seulement et ne pleure pas. Ma voix était sèche. Les larmes tardives d'un traître ne valent rien. Je me suis levée, j'ai lissé un pli de mon manteau de laine, j'ai ouvert mon portefeuille, j'ai sorti un billet de 20 € parfaitement plié. Je l'ai laissé sous la théière.
C'est moi qui invite aujourd'hui. Considérez ça comme notre dernier dîner d'adieu. La fin définitive. Je l'ai observé une dernière fois. Le karma ne pardonne à personne. Parfois, il met du temps à arriver, mais quand il arrive, il ne manque jamais sa cible. Étienne, tu es tombé. Maintenant, tu devras te relever seul. Apprends d'abord à être une personne décente avant d'essayer de redevenir directeur général. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis parti sans jeter un seul regard en arrière. Une rafale de vent a soulevé des feuilles sèches du chêne. Les feuilles ont tourbillonné sur la surface sombre du lac. Derrière moi, dans cette cafétéria presque vide, un homme qui s'était cru autrefois le maître du monde est resté penché sur une table en plastique, pleurant inconsolablement. Le vent a emporté ses lamentations et les a fait disparaître. Je suis monté dans ma voiture, j'ai inséré la clé, j'ai démarré le moteur. Les lumières de Chicago commençaient à illuminer le crépuscule. Des reflets dorés s'étendaient sur l'asphalte. Ma vie, à partir de ce moment-là, serait complètement libre de mensonges et de trahison. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui détruisent consciemment les autres. Il n'y a que la justice. 8 mois se sont écoulés depuis ce froid après-midi au bord du lac. Ma vie avait complètement changé. La chaîne de supermarchés biologiques prospérait. Nous préparions l'ouverture de 3 nouvelles succursales. Je pensais que le nom d'Étienne et tout ce qui était lié à cette histoire avait été enterré pour toujours. Jusqu'à un mardi matin ensoleillé de la fin de l'été. J'étais en train de vérifier des rapports de revenus lorsque mon téléphone a vibré. C'était Michel. Bonjour, Michel. Qu'est-ce qui se passe si tôt? Ne me dis pas qu'il y a des problèmes avec la documentation des nouvelles succursales. J'ai répondu sans cesser de vérifier les données. De l'autre côté de la ligne, on a entendu le bruit de papier qui bougeait. Non, tout est en ordre. Je t'appelle pour te donner une nouvelle qui n'a rien à voir avec le travail. Ce matin, le tribunal a rendu son verdict dans l'affaire de liquidation illégale d'actifs de l'entrepôt. J'ai levé un sourcil. Tu veux dire Théo, le frère de Léa? Exactement. Michel a claqué la langue. 4 ans de prison fédérale pour complot et fraude d'entreprise. Il a pleuré comme un enfant pendant l'audience. Il n'arrêtait pas de crier que le petit ami de sa sœur l'avait manipulé. J'ai bu une gorgée d'eau. Et des nouvelles de la chère Léa? Michel a éclaté de rire. Précisément, l'enquêteur privé que tu as engagé m'a tout raconté. Léa a pris les 60 000 € et la montre Hublot pour s'enfuir à Las Vegas avec Thomas. Elle pensait avoir trouvé une vie meilleure, mais Thomas était un joueur compulsif. Il l'a convaincu de vendre tous ses articles de luxe et a dépensé l'argent dans des casinos en moins de 2 mois. Puis il a disparu. Il l'a laissée seule, endettée et enceinte. Je suis restée silencieuse. Michel a continué. Elle a perdu la grossesse. Maintenant, elle travaille à laver la vaisselle dans un restaurant bon marché près du Strip pour payer ses dettes à des prêteurs. On dit même qu'elle a été battue quand elle n'a pas pu payer. Elle vit pire qu'un rat. J'ai écouté sans surprise, sans satisfaction, juste avec une étrange sensation de lassitude. Les gens récoltent toujours ce qu'ils ont semé. Je comprends. Merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché. Théo en prison. Léa détruite. Et Étienne? Qu'était-il advenu de l'homme qui avait détruit son propre foyer pour poursuivre une fantaisie? La réponse est venue ce même après-midi. Emma, la sœur d'Étienne, a timidement frappé à la porte de mon bureau. Après toute la crise familiale, elle avait quitté son ancien emploi. Comme toujours, elle m'a semblé une jeune femme intelligente, honnête et raisonnable. J'ai accepté de l'embaucher comme administratrice des ressources humaines dans mon entreprise. Emma travaillait avec un dévouement admirable. Elle maintenait toujours une attitude professionnelle. Elle ne dépassait jamais les limites ni n'utilisait les événements du passé pour me gêner. Mais ce jour-là, ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses joues semblaient creusées. Elle semblait épuisée. Sophie, je suis désolée d'apporter des problèmes personnels au bureau, mais je ne sais plus quoi faire. Je n'ai personne vers qui me tourner.
Emma gardait la tête basse en tordant nerveusement ses mains. J'ai détourné mon regard de l'écran de l'ordinateur et j'ai montré le canapé. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi et raconte-moi. Emma s'est assise sur le bord du siège. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Sophie, aujourd'hui à midi, j'ai dû interner Étienne dans un hôpital psychiatrique d'État. Je suis restée immobile quelques secondes. Je savais qu'Étienne aurait des difficultés à se remettre après avoir tout perdu et porté une énorme dette, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il finirait dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-il arrivé à Étienne? J'ai essayé de garder ma voix sereine. Emma a essuyé ses larmes. Depuis qu'il est sorti de prison, il a loué cette chambre misérable dans le sud de la ville. Les usuriers l'ont trouvé, l'ont harcelé, ont détruit ses affaires, l'ont battu plusieurs fois. Elle a recommencé à pleurer. La perte de l'entreprise, la perte de son mariage et l'humiliation d'avoir été trompé et volé par Léa ont été trop lourdes pour lui. Il n'a pas pu le supporter. Il a commencé à souffrir de délire. Je suis restée silencieuse. Emma a continué. Tous les jours, il sort chercher des ordures, ramasse des bouteilles en plastique et des sacs déchirés et les ramène dans sa chambre. Quand quelqu'un lui demande ce qu'il fait, il dit que ce sont des sacs de créateurs pour son amante ou des contrats d'1 million d'euros pour l'entreprise. Sa voix s'est brisée. Certains voisins l'ont vu au milieu de la rue, montrant le ciel du doigt en maudissant Léa et l'entraîneur de la salle de sport. Ensuite, il s'agenouille et supplie pardon en t'appelant par ton nom. Emma a couvert son visage. Mes parents l'ont appris. Ma mère a eu un deuxième accident vasculaire cérébral. Maintenant, elle est complètement paralysée et ne peut même plus parler. Je ne peux plus supporter tout ça. J'ai dû l'interner pour qu'il soit sous contrôle. La punition qui est tombée sur notre famille a été trop dure. J'ai observé ses épaules tremblantes. Je n'ai pas trouvé de mots. Le silence a rempli tout le bureau. Le lendemain matin, qui était un dimanche, je me suis rendue personnellement à l'hôpital psychiatrique d'État. Je n'ai pas apporté de fleurs, je n'ai pas apporté de cadeaux, je suis simplement restée debout derrière la grille de fer, observant la cour commune des patients. Étienne était là. Il portait un uniforme d'hôpital trop grand, couvert de poussière et de saleté. Ses cheveux avaient été rasés de manière irrégulière. Son visage était émacié, il ne restait aucune trace de vitalité. Il était assis sous un vieux chêne. Dans ses bras, il tenait un tas de feuilles sèches. Certains patients passaient à côté de lui, se moquaient, lui prenaient les feuilles. Étienne réagissait en les cachant derrière son dos, les yeux exorbités, la voix perturbée. Mon argent, mon sac Chanel à 3 000 € pour Léa, mes contrats d'1 million d'euros, ne me les volez pas. Je suis le directeur général. Je suis le directeur général. Soudain, il a levé la tête, a regardé le ciel et a commencé à rire sauvagement. Quelques secondes plus tard, il a enfoui son visage entre ses genoux et a pleuré comme un petit enfant. Ses épaules s'agitaient violemment sous le soleil brillant. J'étais à quelques mètres de distance, séparés uniquement par une grille, et pourtant il semblait que nous appartenions à deux mondes complètement différents. Étienne ne m'a pas vu ou peut-être n'avait-il plus la lucidité suffisante pour reconnaître l'épouse qu'il avait abandonnée la nuit de ses noces. Ses yeux étaient vides, sombres, sans âme, exactement comme le réseau de mensonges qu'il avait tissé pendant des années. Je ne suis pas entrée, je me suis simplement retournée et j'ai marché vers le parking. Le vent automnal a doucement agité mes cheveux. J'ai levé les yeux vers le ciel bleu profond de Chicago. J'ai senti mon cœur léger, sans haine, sans compassion. Tout s'était passé comme cela devait se passer. La vie n'enlève pas tout à une personne sans raison, mais elle ne cache pas non plus éternellement les péchés de personne. La folie d'Étienne, la condamnation de Théo, la chute humiliante de Léa ont été les prix les plus élevés que l'on puisse payer pour la trahison et la cupidité. La conscience et le karma ne laissent jamais de compte en suspens. 1 an s'est écoulé en un clin d'œil depuis ce matin devant l'hôpital psychiatrique. Le temps est le meilleur nettoyeur qui soit. Il efface les vestiges du passé et laisse place à de nouveaux commencements. Après avoir définitivement résolu tous les problèmes liés à Étienne, j'ai complètement retiré ma participation dans l'entreprise de distribution d'appareils électroménagers.
J'ai utilisé toute mon expérience commerciale pour fonder ma propre entreprise dédiée à l'approvisionnement en produits pour supermarchés biologiques. Un vendredi matin, le soleil du début de l'été illuminait mon bureau. J'étais en train de vérifier un contrat d'approvisionnement pour la prochaine saison lorsque l'on a frappé à la porte. Entrez. Emma est entrée portant un dossier parfaitement organisé. La différence était énorme. Ce n'était plus cette jeune femme de 25 ans qui pleurait pour les problèmes familiaux. Maintenant, elle portait un tailleur élégant. Ses cheveux étaient soigneusement attachés. Elle dégageait confiance et professionnalisme. Sophie, j'ai apporté le rapport de revenus du deuxième trimestre des 3 succursales de l'Ouest pour votre approbation. Les objectifs de vente ont été atteints et les pertes d'inventaire sont restées inférieures à 2%, exactement comme vous l'aviez prévu. Elle a posé le dossier sur mon bureau. J'ai pris un stylo, j'ai rapidement vérifié les données. Tout était impeccablement organisé. J'ai souri, satisfaite. J'ai refermé le dossier. Excellent travail, Emma. Comparé à la personne qui est arrivée ici il y a un an, incertaine et pleine de doutes, tu as énormément grandi. Je lui ai rendu le dossier. Le mois prochain, nous ouvrirons 2 nouvelles succursales au centre de Chicago. J'ai décidé de te promouvoir au poste de directrice régionale. Les ressources humaines t'enverront la lettre officielle cet après-midi. Emma est restée immobile. Ses mains ont commencé à trembler. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes d'émotion. Sophie, je ne sais pas quoi dire. J'ai réussi. Elle s'est mordue la lèvre. Ma famille t'a fait beaucoup de mal. Étienne a détruit tant de choses dans ta vie et pourtant tu m'as donné une chance. Tu m'as appris pas à pas jusqu'à me transformer en qui je suis aujourd'hui. J'ai levé une main pour l'interrompre doucement. Je te l'ai déjà dit, Emma. Je suis une femme d'affaires. Je garde les dettes et les faveurs claires. Ton frère a semé et a fini par récolter une tempête. Il a payé avec le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Mais toi, tu es différente. Tu as travaillé dur. Tu as fait preuve d'intégrité. Cette promotion n'est pas un cadeau. Tu l'as gagnée par tes propres efforts. Je me suis levée et j'ai posé une main sur son épaule. Lorsque tu occuperas un poste de direction, souviens-toi toujours de ceci, garde la tête froide, garde le cœur pur. Sois clair avec l'argent. Sois ferme en amour et ne suis jamais le chemin de la cupidité qui a détruit ton frère. Emma a hoché la tête fermement. Elle a essuyé une larme et a souri. Je m'en souviendrai toute ma vie. Puis elle a fait une petite révérence et est retournée à son travail. Je l'ai observée sortir et j'ai ressenti une profonde tranquillité. Je ne l'ai pas aidée pour faire preuve de noblesse. Je l'ai aidée parce que je refusais de voir une bonne personne se flétrir au sein d'une famille détruite. Sauver quelqu'un, l'aider à trouver la lumière, c'est aussi une façon de guérir nos propres blessures. Cet après-midi-là, je suis sortie tôt du bureau. J'ai conduit loin du trafic et du bruit de la ville. L'ancienne maison de 4 étages, remplie de souvenirs douloureux de cette nuit de noces, avait été louée à long terme à un centre de langue. Avec mes économies et les bénéfices de mon entreprise, j'ai acheté une petite et belle maison avec jardin dans un quartier résidentiel tranquille. Dès que j'ai garé la voiture, j'ai perçu le doux parfum des magnolias en fleurs dans un coin de la cour. Je me suis changée, j'ai pris un arrosoir et j'ai fait une promenade dans le jardin. Le long de la clôture blanche fleurissaient d'énormes tournesols. Leurs pétales jaunes cherchaient les derniers rayons du soleil. J'ai sorti une chaise en osier sur le porche, j'ai préparé une théière d'herbe et je me suis assise pour profiter de l'après-midi. Il n'y avait plus d'appels secrets, plus de comptes suspects, plus de regards pleins de mépris. Les seuls sons étaient le chant des oiseaux et le doux mouvement des feuilles avec la brise. J'ai bu une gorgée de thé. La légère amertume a rapidement disparu et a laissé une sensation douce et tranquille. J'ai fermé les yeux, je me suis appuyée sur la chaise et j'ai senti la paix remplir chaque recoin de mon âme. Ami, après avoir traversé une tempête si sombre et goûté à l'amertume de la trahison, j'ai compris une vérité très simple. Les femmes naissent avec un énorme instinct pour construire et protéger. Nous sommes prêtes à nous sacrifier,
à donner notre jeunesse, nos efforts et nos larmes pour aider ceux que nous aimons à grandir. Mais ce sacrifice n'a de valeur que lorsqu'il est offert à la bonne personne, à quelqu'un capable de l'apprécier. Une femme peut pardonner, peut tolérer de petits défauts et des erreurs de la vie conjugale, mais jamais, absolument jamais, elle ne doit fermer les yeux sur le mensonge et la trahison. La loyauté est comme un miroir. Quand quelqu'un le brise, peu importe combien vous essayez de le réparer. Au final, vous n'aurez que des fragments tranchants et une image déformée. Un homme n'est pas le seul ciel qui existe et quand ce ciel s'effondre, le monde ne s'arrête pas. N'ayez pas peur de prendre un balai et de jeter les ordures de votre vie. Quand les ordures disparaissent, la maison se remplit de lumière. Tout comme ces tournesols qui continuent de regarder le soleil après la tempête. Peu importe la dureté d'hier, peu importe l'obscurité de la nuit, si vos racines restent fortes, demain vous vous relèverez et vous regarderez à nouveau l'aube. La vie est longue et nous sommes plus fortes que nous ne le pensons. Pourquoi pleurer pour ceux qui ne l'ont jamais mérité? J'ai terminé ma tasse de thé. Le soleil commençait à se cacher à l'horizon. Le ciel se teintait de tons rougeâtres et dorés. Les jours sombres étaient derrière moi. Et à partir de ce moment-là, ma vie serait une succession de jours libres, tranquilles et lumineux.